Merci, Madame le Tissière, de m'avoir accordé la parole. Et bonsoir, chers participants, et bonsoir, chers tous. Moi, c'est Agosso Habib, je suis béninois. Donc, ce soir, je vais nous parler de l'impact de la communauté locale dans la mise en œuvre des projets de conservation. Qu'est-ce qui m'a poussé à intéresser à vouloir combiner la conservation et la communauté locale, c'est une histoire qu'on nous avait racontée au Cameroun. J'étais au Cameroun dans le cadre de ma formation de master et ça concerne la construction d'un forage dans un village où les habitants devraient parcourir plusieurs kilomètres pour accéder à l'eau. Malgré la présence d'une nouvelle infrastructure d'adduction d'eau proche du village, les enfants du village continuaient toujours à chercher de l'eau loin du village, malgré qu'il y a déjà un forage à côté. Maintenant, d'après les enquêtes auprès des enfants et des parents et les jeunes du village, il faut noter que les enfants voyaient cette période parcourir plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. C'est une occasion pour eux de se retrouver et de s'amuser ensemble entre enfants. Du côté des jeunes, eux, ils considèrent cette période de la soirée comme un moment propice pour échanger entre amoureux. Et quant aux parents, eux, ils apprécient, c'est l'occasion pour eux d'être seuls entre papa et maman, ce laps de temps que les enfants prennent pour aller chercher de l'eau, pour leur permettant d'avoir un moment d'intimité le retour des enfants, avant le retour des enfants. Leur problème, c'était qu'il y a un manque d'eau et on les a construits de forage. Maintenant, la question que moi j'avais en tête, c'était quoi? Si cette communauté était consultée avant l'installation du forage, est-ce qu'on va les installer réellement, le forage est là à côté du village, ou eux-mêmes vont décider l'endroit exact où il faut installer ce forage là pour leur permettre en quelque sorte de bénéficier du forage et permettre aussi l'atteinte des résultats du projet. L'atteinte des résultats du projet, c'est que le forage est construit, mais est-ce que le forage est utilisé? C'est la question. Donc, c'est ça qui m'a poussé à dire, bon, s'il y a ces phénomènes-là, comment pouvons-nous faire d'habitude pour impliquer ces communautés-là et essayer de résoudre ce problème où, après projet, les infrastructures ou les activités initiées disparaissent après la période de mise en œuvre du projet. C'est par rapport à ça qu'on va essayer de parler du contexte dans lequel il faut impliquer les communautés. Et c'est quoi la conservation communautaire? La conservation communautaire consiste à quoi? Et quel est le rôle des communautés locales dans la mise en œuvre des projets de conservation? Et quels sont les impacts positifs de l'implication des communautés locales dans la mise en œuvre des projets de conservation? Et nous allons finir notre présentation de ce soir par des solutions et recommandations. Euh, D'emblée, il faut noter que la conservation de façon générale vise à protéger et restaurer les écosystèmes tout en assurant une gestion durable des ressources naturelles face aux menaces environnementales et croissantes. Et dans ce contexte, il faut noter que l'implication de la communauté locale est essentielle. Donc, si nous voulons réellement faire face aux menaces, parce que c'est ces communautés-là qui vivent autour de ces ressources-là, il faut essentiellement les impliquer, car ces communautés, eux, ils ont cette savoir traditionnel qui constitue leur levier important pour la préservation des écosystèmes. Et ces savoirs contribuent à freiner la perte de la biodiversité. Et cette
implication favorise aussi les, la contribution des communautés à la mise en œuvre des projets de conservation plus durables. Donc, si on implique ces communautés, nous avons des projets qui durent dans le temps et même après projet, on a les résultats escomptés. Toutefois, il faut noter que l'implication l'intégration des communautés peut engendrer des défis à relever, notamment des conflits d'intérêts. Parce que si nous prenons une communauté, par exemple, composée de plus de 1 000 ménages, pour un projet de 2 ans, on ne peut pas impliquer tout le monde. Donc, cela constitue un défi que nous devons relever lors de l'implication des communautés locales. Il y a aussi des difficultés de gouvernance. Qui va gérer, qui va prendre la décision pour la mise en œuvre de telles actions. Donc, cela rend un peu difficile l'implication des communautés les projets de conservation dans les projets de conservation. Donc, il est urgent un peu de renforcer le rôle des communautés locales et aussi de garantir l'efficacité et la pérennité des actions de conservation en impliquant davantage nos communautés dans nos actions. Alors, c'est quoi la conservation communautaire? Il faut noter que la conservation communautaire vise de façon générale 3 objectifs. Il s'agit de protéger les espèces en danger et d'améliorer la qualité de vie locale à travers le développement des activités génératives de revenus et aussi de renforcer les compétences et les revenus des communautés locales à travers des formations et des initiatives entrepreneuriales. Et la conservation communautaire, il faut noter que ça permet à la communauté de bénéficier de la protection des espèces sauvages. C'est eux qui vivent autour des aires protégées que nous disposons. Donc, la conservation communautaire permet de conserver les espèces sauvages au détriment de ces communautés-là. Et cette approche reconnaît entre les besoins des communautés et nos besoins de façon naturelle. Il faut noter que l'approche de la conservation communautaire est idéale. C'est l'approche idéale pour la conservation communautaire qui repose sur les connaissances traditionnelles ainsi que la science. La plupart des chercheurs, pour écrire leurs articles, vont rencontrer ces communautés-là et faire des enquêtes, ce qui contribue au développement de la science. Le concept de conservation communautaire se fonde sur 4 éléments essentiels qu'il faut essayer de comprendre et de les retenir pour les mettre en application lors de nos projets. Il s'agit de l'instrument économique. Et l'instrument économique vise à garantir que les communautés locales ont un intérêt propre dans la gestion des ressources naturelles. Parce qu'à travers des projets, on développe des activités génératrices de revenus pour ces communautés-là. Il y a la délégation de l'autorité sur les ressources naturelles locales à des agents spécialisés. Donc, si nous décrétons par exemple la création d'une aire protégée, on délègue l'autorité, la gestion de ces ressources-là à une autorité. Soit c'est à la communauté, soit c'est à la mairie de prendre en charge la gouvernance et la gestion de ces aires protégées, de cette aire protégée-là. Il y a le recours à un régime de propriété commun. Il faut noter que la création des aires protégées, c'est on prend en compte les terres des communautés locales qui devient en quelque sorte des propriétés communes pour tout le monde, peut-être comme des patrimoines naturels de la communauté. Donc, tout le monde a l'accès de la gestion. Et il faut noter aussi que la conservation communautaire, c'est un long processus de développement et de la réglementation et des changements
légaux. Quand on s'engage dans la conservation communautaire, il nous faut des tests et des règlements pour encadrer cette conservation-là. Et l'autre aspect de la conservation communautaire, il faut noter que la conservation communautaire diffère de la conservation conventionnelle. La conservation conventionnelle est régie par l'autorité nationale. Par exemple, chez nous, au Bénin, nous avons l'État. À part l'État, il y a des structures étatiques qui s'occupent de la gestion et de la conservation des réserves. Donc, c'est ça, la conservation conventionnelle. Maintenant, en parlant de la conservation communautaire, il faut noter que ça aborde l'approche biculturelle et restauration. Et cette approche biculturelle, notamment en raison de l'attention portée aux liens étroits entre la nature et la culture, ce que l'on appelle communément approche biculturelle. Donc, cette approche biculturelle, c'est la diversité culturelle qui est en partie déterminée par la biodiversité culturelle et la biodiversité végétale et la biodiversité, que ce soit végétale ou animale. Mais il faut noter que ici, en particulier, la biodiversité dont on parle, ça concerne la biodiversité végétale en partie. Et c'est un produit des pratiques culturelles et humaines. Je donne un exemple. Si nous prenons la biodiversité qui évolue conjointement en raison de ça, la plupart de nos cultures que nous avons en Afrique, c'est en majeure partie lié à la biodiversité végétale. Et cette biodiversité, c'est ce qui a donné naissance à des paysages culturels que nous avons aujourd'hui et d'autres sont classés dans les aires protégées de catégorie 5 de UICN. Alors, quels sont les rôles ou quel est le rôle que la communauté locale peut jouer dans la mise en œuvre de nos projets de conservation? Nous avons la communauté locale nous fournit des savoirs traditionnels et locaux en ce sens que cette communauté nous donne, contribue à la conservation à travers leur savoir traditionnel. Par exemple, au Bénin, nous avons des pratiques traditionnelles comme la sacralisation qui consiste à conserver par la tradition ou par des divinités des forêts. Là, on parle des forêts sacrées. Nous avons la conservation communautaire, par exemple, aussi au Bénin, où les ACCB, les aires communautaires de conservation de la biodiversité, sont en charge, la gestion est en charge de la communauté. Il y a aussi, cette communauté arrive à déterminer des périodes d'abondance et des ressources naturelles dans leurs aires communautaires. Cette communauté locale participe aussi à la gestion des ressources dont nous avons la collecte des données environnementales, ce qui est un rôle clé dans la surveillance des activités illégales. Nous avons aussi la sensibilisation. Si nous parlons de la sensibilisation ici, il faut noter que l'héritage de la connaissance traditionnelle, c'est toujours dans les communautés locales. Donc, si nous arrivons à sensibiliser la communauté locale, cette communauté arrive à transmettre de génération en génération cette connaissance-là. Nous allons aborder les impacts que l'implication de la communauté locale dans la mise en œuvre des projets de conservation peut avoir. Et par exemple, comme impact, il y a l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des projets. Là, je donne un exemple très simple. C'est un cas pratique que moi-même euh, j'ai vécu. Si vous impliquez les communautés locales dans vos projets, même en votre absence, ces communautés-là continuent par travailler sur le projet. Le projet concernant la restauration de l'écosystème de l'île d'Agonville, nous, on avait 3 séances d'activité de plantation, de reboisement avec la communauté. Et durant ces 3 séances, c'est environ 500
plan nous avons pu installer. Mais en notre absence, lors de l'évaluation, on a constaté que la communauté, plus ce qu'on a fait ensemble avec eux, ont essayé de planter jusqu'à 2000 plans, malgré notre absence. Et il faut noter que dès le début, le démarrage du projet, cette communauté était impliquée. C'est eux qui nous ont donné les espèces, c'est eux qui nous ont indiqué les espèces qu'ils veulent qu'on installe. Il y a aussi la conservation durable, il y a aussi le renforcement de la résilience économique, qui sont des impacts que l'implication de la communauté locale dans les projets de conservation peut avoir. Il y a le renforcement de la gouvernance locale, qui est aussi un impact que l'implication de la communauté locale peut avoir sur nos projets de conservation. Et maintenant, quelle approche nous pouvons adopter pour impliquer davantage ces communautés-là dans nos projets de conservation? Et ici, je pense, ici, c'est une approche que j'ai essayé de contextualiser ça. Il s'agit de l'approche CLIP, qui est généralement destinée pour les projets d'envergure, des projets de développement d'envergure comme les infrastructures et installation des infrastructures dans les communautés. Mais j'ai essayé de contextualiser ça dans nos réalités de projets de conservation, des projets de 6 mois, d'1 an et autres. Il faut noter quand on parle de l'approche CLIP, c'est consentement libre, informé et préalable. Et le consentement libre, informé et préalable s'applique aux droits spécifiques des communautés autochtones que les autres doivent respecter, qu'on doit respecter en tant que conservateur, quel que soit notre niveau ou notre responsabilité. Et il faut noter qu'il s'agit d'un droit collectif. Ce n'est pas le chef de village seul qui a ce droit, ni l'autorité communale. C'est toute la communauté, que ce soit les enfants ou les jeunes et tout. Et cela signifie que quand il s'agit de mettre en œuvre un projet, la décision et le consentement doivent être donnés par toute la communauté. Donc, c'est un peu ça. Et pour mettre en œuvre cette approche, il s'agit, et la première étape de mise en œuvre de cette approche et d'implication qui consiste à impliquer la communauté locale, il s'agit d'identifier les besoins et découvrir qui développe tel projet. Identification des besoins, c'est quand vous n'avez pas votre projet. Vous voulez maintenant voir qu'est-ce que je peux faire avec cette communauté. Donc, vous allez dans la communauté et vous identifiez leurs besoins avec eux. Mais si vous avez déjà votre projet en amont et vous voulez maintenant exécuter ce projet, ça revient à la communauté de découvrir qui développe tel projet dans la communauté. Et là, la responsabilité est partagée. En tant que porteur de projet, vous devez d'abord consulter la communauté avant de rédiger votre projet et la rédaction aussi doit être en commun accord. L'étape suivante, c'est demander des informations aux promoteurs du projet. Et là, si la communauté découvre qui développe le projet, la communauté devrait se renseigner sur de quoi s'agit-il exactement, en quoi consiste le projet et ça va couvrir quoi, quelle superficie, quelle est l'envergure de ce projet-là. Maintenant, si lors de la première étape, si vous identifiez les besoins de la communauté, à la deuxième étape ici, c'est la rédaction, c'est l'identification ou bien la formulation de l'idée de projet. Vous formulez l'idée de projet avec la communauté au niveau de l'étape 2. Maintenant, si vous partez avec votre idée de projet au niveau de l'étape 2, la communauté devrait demander des informations par rapport à ce projet-là. La troisième étape, c'est d'organiser des séances de discussion au sein de votre communauté. Ils ont demandé les informations. Lors de demande des informations, souvent, c'est les autorités communales ou les autorités locales. Maintenant, vous organisez une séance au niveau de la troisième étape avec toute la communauté. Au niveau de la deuxième étape,
Si vous identifiez l'idée de projet au niveau avec la communauté, au niveau de la troisième étape, vous présentez le projet avec la communauté. Vous organisez la séance d'échange et vous présentez maintenant l'idée de projet avec cette communauté-là. La quatrième étape consiste à organiser des négociations. Si lors des discussions, il y a des conflits d'intérêts en jeu, là, la communauté vient négocier avec vous ou vous négociez avec la communauté sur ce qui ne va pas, ce que vous voyez que, bon, ça ne vous arrange pas et que ça n'arrange pas la communauté. Vous essayez de négocier dans la mesure du possible. Si à ce stade, il n'y a pas d'entente ou ça ne va pas, la communauté peut décider de demander de conseils auprès des autorités. Vous, en tant que porteur de projet, vous pouvez consulter les sages, vous pouvez aller demander de conseils aux sages pour voir par rapport à telle infrastructure, ils ont refusé. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment pouvons-nous nous organiser pour atteindre les objectifs de ce projet? Et si vous franchissez maintenant cette étape, c'est l'étape de la décision. Vous négociez avec eux si ils acceptent. Ah, on peut faire telle chose, on peut faire telle chose maintenant. Au niveau de l'étape 6, vous prenez maintenant votre décision. Et il faut noter que à cette étape-là, vous ne devez pas influencer la décision de la communauté. La communauté peut accepter votre projet comme la communauté peut refuser votre projet. Mais vous ne devez en aucun cas influencer leurs décisions. Si vous influencez leurs décisions, les conséquences, c'est lors de l'évaluation de votre projet que vous allez constater que, bon, on a décidé de leur construire peut-être étages, immeubles ou bien des infrastructures de telle sorte, mais cette communauté n'était pas d'accord, mais vous vous entêtez et vous construisez, ils ne vont pas utiliser, et là, vous avez échoué. Bien vrai, vous avez construit, les dépenses sont là, mais est-ce que la communauté utilise ces infrastructures-là? Donc, à cette étape, vous devez laisser la communauté décider. Si la communauté refuse, vous revenez au niveau de l'étape 5 où vous essayez toujours de négocier pour trouver un point d'entente. Et pour finir, l'approche, c'est de communiquer régulièrement. Si en cours de chemin de la mise en œuvre du projet, vous voyez qu'il y aura des changements, telle chose ne va pas aboutir, telle chose, là, vous communiquez chaque fois avec la communauté pour voir comment il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut échanger, qu'est-ce qu'il faut changer. Et l'étape 7 souvent, ça rentre en ligne de compte avec l'évaluation à mi-chemin des projets. Parce que si vous effectuez réellement les évaluation à mi-chemin de votre projet, vous devez normalement relever les insuffisances, ce qu'il faut améliorer. Et c'est là où vous devez maintenant convoquer à nouveau cette communauté-là et échanger avec eux sur ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer. Mais avant cette évaluation, vous devez normalement organiser des séances d'échange et de communication sur le projet avec la communauté impliquée. Alors, la mise en œuvre de cette approche d'implication relève des défis qu'il faut relever. Et au nom de ces défis, nous avons souvent conflits entre conservation et besoins locaux. Nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a des communautés qui utilisent souvent des ressources, que ce soit animales ou végétales, pour des rituels. Donc, étant en tant que conservateur, vous pouvez décider de conserver peut-être une espèce protégée, intégralement protégée, mais que la communauté utilise pour des rituels. Là, ils vont vous dire, Miette, nous, on a des rituels annuels qu'on utilise, qu'on réalise, qu'on doit utiliser telle espèce pour le faire. Là, ça cause souvent ces conflits-là. Il y a aussi d'autres qui utilisent des arbres pour d'autres choses. Donc, il y a ces conflits-là qu'on peut rencontrer surtout lors des étapes de la mise en œuvre et c'est toujours la négociation que nous pouvons adopter et résoudre ces problèmes-là. Il y a souvent manque de financement et de formation. Il faut noter que pour suivre l'approche
de l'implication de la communauté, nous avons besoin de ressources. Et souvent, dans les projets, c'était pas dedans, c'était pas prévu. Que ce soit des ressources financières, c'était pas prévu. Donc, on a besoin de l'argent, des ressources financières pour exécuter chaque étape, organiser des séances de réunion, des entretiens et autres là. Ça nécessite des ressources qu'il faut mobiliser en amont. Il y a aussi l'inégalité dans la répartition des bénéfices qu'on doit gérer aussi pour impliquer davantage les communautés locales dans nos projets de conservation. On fait souvent face à des tensions sociales et qu'on doit essayer de gérer dans dans l'implication, pour l'implication des communautés locales dans nos projets de conservation. Alors, face à ces défis, qu'est-ce que je propose ou qu'est-ce que nous pouvons faire et essayer un peu de voir dans la mesure du possible comment relever ces défis-là. Il faut l'approche participative. Ce qui est conseillé, ce n'est pas que nous levons du jour au lendemain, nous allons dans une communauté pour dire, bon, nous voulons vous construire tel infrastructure. Non. Il y a l'approche participative, la co-conception des projets avec la communauté. Si un projet est co-construit avec la communauté dès le début, par l'identification des besoins de la communauté, je pense qu'on peut résoudre quelques problèmes de conflit d'intérêts et de répartition des bénéfices. Il y a aussi partage équitable des bénéfices. À ce niveau, on peut partager les bénéfices là de façon simple. Au lieu, ce n'est pas forcément l'argent qu'on peut partager, mais on peut partager ces bénéfices là à travers des infrastructures qui peuvent devenir des biens communs pour la communauté que tout le monde peut utiliser. Donc, c'est à travers ces infrastructures que nous pouvons installer, à travers les bénéfices issus des projets, que nous pouvons résoudre des projets de conflit et d'intérêt. Il y a partenariat multipartie. Si nous voulons mener un projet dans une communauté, nous devons en premier le demander. S'il y a déjà des organisations qui travaillent dans la communauté et voir dans la mesure du possible comment nous pouvons collaborer avec ces organisations-là pour essayer de résoudre beaucoup de problèmes. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans les communautés, est-ce que, et vous leur demandez, est-ce que telle organisation est là pour, a déjà réalisé tel projet pour vous? Ils vont vous dire non, même si l'organisation a déjà réalisé un projet du genre dans la communauté. Donc, cela permet parfois de limiter la répétition des projets dans la communauté. Et pour finir, il y a le renforcement des capacités locales. Nous devons organiser des formations pratiques et durables de gestion des projets pour les communautés. Donc, si nous avons des projets, comment gérer ces projets-là de façon durable pour que même après notre départ en tant que organisation, cette communauté peut continuer de gérer, de poursuivre les activités du projet. Donc, c'est un peu ce que j'ai à partager avec nous ce soir et merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Agossou, pour une présentation très, très informative et intéressante. On va maintenant passer à la session de questions-réponses. Donc, vous pouvez écrire votre question dans le chat box si vous le désirez. Je la lirai et M. Agossou va répondre. Ou vous pouvez tout simplement lever votre main. Vous pouvez tout simplement aussi lever votre main et puis ouvrir votre micro et poser votre question à Monsieur Agosso. OK, je vois qu'il y a déjà des mains levées et des questions dans le chat box. Je vais commencer en donnant la parole à Monsieur Elias et en plus ensuite Monsieur Anselme. Donc Monsieur Elias, vous pouvez ouvrir votre micro. Si vous avez des petits soucis, je vais donner la parole donc à Monsieur Alio en entendant. Oui, bonsoir, Madame Laetitia, bonsoir, Habib.
qui vient de nous faire une très bonne présentation. Je suis Anselme Alio. Je participe à cette conférence depuis la République démocratique du Congo, dans la réserve de Fona Okapi, dans la province de l'Ituri. Alors, j'ai bien suivi notre présentateur et il a parlé de l'impact des communautés locales dans la mise en œuvre des projets de conservation. Je voulais demander à notre présentateur, M. Abibou, que dans le contexte des aires protégées habitées par des communautés locales, qu'est-ce qu'il conseille lorsque un projet est déjà mis en œuvre, mais arrivé au milieu, le projet est contesté? Je dis bien dans le contexte des aires protégées habitées. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour un déjà projet mis en œuvre, mais bloqué ou contesté à un certain niveau par des communautés locales qui sont censées être toujours dans la gestion participative de cette aire protégée? Merci. Monsieur Agosso? Oui, ok. Merci pour la question. Je pense que par rapport à cette situation, il y a l'une des étapes n'est pas respectée. Si l'étape, si l'une des étapes, si les étapes étaient réellement respectées, il y a la septième étape qui consiste à faire des réunions, la communication. Il y a toujours ce problème-là. S'il y a toujours la communication autour des projets, je pense qu'on n'aura pas ce problème-là. Maintenant, le problème est survenu. Comment régler le problème? Il faut noter que nous avons actuellement les réserves de biosphère où l'homme doit être au centre de la conservation. La meilleure solution, c'est de revenir à la base avec la communauté et chercher la racine même du problème. Qu'est-ce qui est à la base du problème? Si c'est que la communauté ne veut pas du tout ce que vous voulez installer pour la communauté, là, ça veut dire que lors de la consultation, lorsque vous essayez de consulter la communauté pour le projet, cette communauté n'était pas d'accord, mais à un moment donné, une partie de la communauté n'était pas d'accord, et c'est cette partie maintenant qui se lève pour dire que non, ça, moi, je ne suis pas d'accord, et autres là. Et la meilleure solution, c'est appeler la communauté à la base et négocier. Les négociations, je pense que les négociations essayent de résoudre ces problèmes-là et tout. Et si réellement, avec la négociation, ça n'a pas marché, il faut réellement faire appel à la justice pour voir dans la mesure du possible ce qu'il faut essayer de faire. Ce que vous avez posé comme un problème, c'est réel et c'est un problème qui existe, hein. Si vous allez dans les communautés, c'est eux qui sont à la base. Mais nous allons seulement là-bas avec nos projets ou avec nos activités de conservation et on décide du jour au lendemain et de ne pas exploiter la ressource que eux-mêmes et vivent. Je vous donne juste un exemple, hein. On était au Cameroun quand on demandait aux pygmées pourquoi les pygmées nous ont dit, mais si c'est nous-mêmes, si c'est ce que nous, on exploite, si c'est ce que nous utilisons, on peut conserver cette biodiversité sur une longue période. Mais c'est vos dirigeants qui nous envoient de l'argent, de tuer des trucs là pour eux. Vous voyez, donc il y a ces problèmes-là qu'il faut résoudre. Le problème de la conservation, souvent, ne sont pas au niveau de la communauté, mais c'est en ville même. En ville même, je ne sais pas, celui qui a posé la question, s'il est en RDC, lui-même, il peut en témoigner, hein. Les charbons le maca là, que les communautés fabriquent dans les villages, est-ce que c'est eux seulement qui utilisent ça ou bien la majorité, c'est où qu'ils envoient? Donc, c'est la négociation et l'entente qui peut résoudre ce problème-là, hein. Parce que même si vous décidez de renvoyer cette communauté-là, de les protéger, vous allez les loger où? C'est, c'est... Donc, c'est la communication et l'entente. Merci.
Hmm. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, pour la réponse, Monsieur Agossou. Monsieur Elias Mouhindou, votre micro fonctionne, vous pouvez l'ouvrir? Ok. Donc, vous pouvez Bonsoir, poser votre bonsoir. question. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'il faut me capter? Mhm. Bonsoir. Bonsoir, on vous reçoit très bien. Vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup. Moi, c'est Mohindo Kibunga Elias depuis la ville de Goma. C'est en République démocratique du Congo. Je suis également natif du village de Sarambwe, c'est un territoire de Rutshuru. C'est un village aussi qui regorge la réserve naturelle des gorilles de montagne. Voilà, ma première préoccupation était celle-ci. Pendant le contexte de la guerre, comme celui-ci, comment est-ce que les communautés locales peuvent-elles se comporter face à la conservation de l'environnement, à la conservation de nos aires protégées? Deuxièmement, il y a le problème aussi des autorités coutumières. Car les autorités coutumières s'emparent, voilà, de la gestion des aires protégées au détriment des communautés locales, des communautés auxquelles on a ravi même leurs champs pour les faire ou soit les transformer en aires protégées. En ce moment-là, comment est-ce que ces communautés peuvent se comporter? Car les chefs coutumiers prennent la gestion des aires protégées en otage en défaveur des communautés locales. Voilà, c'est ça mes deux préoccupations. J'espère que vous m'avez bien compris. Et s'il vous plaît, monsieur Elias, la première question, le début, je n'ai pas entendu. Je disais en contexte de guerre, comment Oui, est-ce que oui. les communautés locales peuvent se comporter face à la gestion des aires protégées? Vous êtes D'accord, là, monsieur? merci, monsieur Elias, pour votre question. Pour la première question, vous avez demandé en contexte de guerre comment la communauté locale peut se comporter. Bon, il faut noter qu'en Afrique, la plupart de nos aires protégées sont convoitées par l'Occident. Si tu entends parler d'aires protégées à un endroit, il faut savoir qu'il y a une ressource naturelle à exploiter. Et nous, les Africains, de façon générale, hein, et nous, je ne vais pas dire que nous n'avons pas les moyens pour exploiter, mais nous sommes en quelque sorte, on tend toujours la main à l'Occident pour la gestion de nos propres ressources. Nous avons les ressources, mais pour gérer, là, on demande toujours de l'argent. Or, les autres veulent exploiter ce que nous avons. Donc, en contexte de guerre, mon frère, est-ce que tu vas dire ressources naturelles et donner ta vie ou bien essayer d'abord de rester à l'écart? En contexte de guerre, la gestion des aires protégées, ça revient à nos décideurs de mettre. Tant qu'il y a la guerre, on ne peut pas parler de la conservation. Mon frère, il y a la vie qui est en jeu et souvent la guerre, là, ce n'est pas entre nous, entre la communauté et, et, c'est entre nous les Africains et les Occidentaux. La plupart des guerres que nous avons qui amènent les armes, c'est entre nous les Africains et l'Occident. Et ça, là, c'est autre niveau de gestion, mon frère. Il n'y a pas à faire à dire, ah, c'est la conservation et autres là. Ça revient à nos décideurs. La meilleure solution pour nos décideurs, c'est d'abord de déplacer dans la mesure du possible les communautés qui sont autour des aires protégées pour essayer de trouver une solution face à ça. Mais si vous persistez à dire la conservation, les gens vont vous tuer seulement. Hein. En termes de conservation, nous n'avons pas d'armes pour dire que on veut conserver éléphants et autres là. Donc, nos dirigeants, normalement, doivent prendre cette précaution d'écarter la communauté autour, de protéger la communauté autour des aires protégées et essayer de faire face à la guerre avec nos armées d'abord
Et après cette période de guerre, on peut parler de la conservation. Parce qu'il faut être en vie pour parler de la conservation. Mais si tu n'es pas en vie, tu ne peux pas parler de la conservation. Donc, la communauté locale n'a pas les armes nécessaires pour faire face à la guerre. Donc, c'est l'armée qui peut protéger cette communauté-là. Et après la guerre, la communauté maintenant prend en charge le reste de la gestion. Pour la deuxième question qui concerne les autorités coutumières. Bon, par exemple, chez nous, je vais donner l'exemple du Bénin. Hein. Nous avons des forêts sacrées, des forêts sacrées qui sont strictement, il y a des forêts sacrées où l'entrée est autorisée par des initiés. Quand je parle des initiés, si c'est peut-être Zangbeto, c'est les initiés de Zangbeto qui ont accès. Maintenant, si tu veux faire la recherche dans ces forêts-là, il y a des rituels que tu dois accomplir avant d'y entrer. En 2020, en 2017, lors de mes stages académiques, on était dans un village où on nous a demandé d'aller voir le roi et avoir l'autorisation du roi avant d'entrer dans la forêt pour des collectes de données. Maintenant, dit que les autorités coutumières prennent en otage les aires protégées. Là, je pense que, bon, sont pas en quelque sorte prendre ça en otage, mais c'est les règles de la tradition qui exigent que les initiés entrent. Donc, s'il y a des projets de conservation que vous voulez mener dans ces aires protégées, la meilleure solution, c'est de se conformer aux réalités de la localité. Qu'est-ce que la tradition nous exige? Mais si tu t'entêtes et dis que, bon, je suis de la communauté, je peux entrer dans la forêt et faire ce que tu veux, selon les réalités, ça varie d'un pays à un autre. Chez nous, là, tu peux rentrer dans la forêt et ne pas sortir. Et c'est fini pour toi, si tu n'as pas l'autorisation du chef coutumier, si on ne t'initie pas. Donc, ça là, ça dépend d'un pays à un autre. C'est à cause de ça, si nous prenons la catégorie 5 de UICN, qui parle des réserves qui parle de la culture, il y a cette catégorie-là et leur gestion, c'est strictement les règles traditionnelles. Vous comprenez les règles de conservation traditionnelle. À telle période, on a assez, telle période, on n'a pas assez, et telle période, on a assez. Donc, la communauté, vous ne pouvez pas aller vers cette communauté avec un projet où on vous dit telle période, vous avez assez, et telle période, vous n'avez pas assez, et c'est la période où vous n'avez pas assez que vous voulez mener votre projet. Là, on ne peut pas dire que les autorités coutumières ont pris en otage la gestion de la réserve au détriment du reste de la communauté. Dans chaque réserve de biosphère, il y a toujours l'autorité suprême qu'il faut consulter et cette autorité a cette responsabilité de restituer ce qui est fait à la communauté à la base. Maintenant, si l'autorité suprême ne fait pas cette restitution, ça revient à vous, en tant que porteur de projet, d'exiger la présence de la communauté à la base à chaque séance d'activité. Si vous n'avez pas cette communauté-là, vous ne menez pas votre activité. Moi, je dis toujours quelque chose, ça ne sert à rien de mener un projet que vous-même, vous savez que ça ne va pas donner les résultats que vous voulez. Donc, c'est ce que je peux apporter comme réponse à vos deux questions. Merci. Ok, merci, Monsieur Habib. Monsieur Elias, ne partez pas. Il y a dans le chat box Monsieur Jafen Doko qui dit qu'il veut contribuer à votre question, à votre première question. Donc, Monsieur Jafen Doko, si vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la Merci parole. beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, docteur Laetitia. J'ai tiens d'abord à féliciter les collègues qui a fait une parfaite présentation. Cette présentation cadre vraiment dans nos différents travaux sur le terrain. Alors, j'ai suivi les deux questions de M. Elias, mais j'aimerais un peu intervenir pour ces questions. D'abord, cher ami Elias, on doit être franc et honnête pour comprendre que lorsqu'il y a la guerre, quand on dit gérer, faire la conservation, oui, c'est mieux. Mais lorsqu'il y a la guerre, imaginez-vous, comment pouvons-nous faire l'affrontement avec des gens qui ont des munitions
Tandis que nous, étant une personne de la communauté locale, on n'a pas quelque chose tel que des munitions. Peut-être, vous n'avez pas l'arme à main, vous pouvez avoir une machette, mais les gens qui arrivent comme les ennemis qui s'attaquent pendant la guerre, autrement dit, dans notre pays, M23, ils sont bien minés. Ils ont des armes, ils ont beaucoup de choses que nous, on ne peut pas faire face à eux. Alors, dans ces cas, en tout cas, la conservation aura toujours des problèmes. Je donne l'exemple au niveau de la RFO. Pendant la guerre, je ne sais pas moi quelle année, mais on avait perdu des nombres de têtes des Okapis. Je prends également le parc de Virunga. Pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, je peux dire, on avait plus ou moins 29 000 têtes des hippopotames. Mais actuellement, pendant la guerre, il y a eu des hippopotames qu'on avait perdus. Et quand il y a la guerre, effectivement, on perd une forte biodiversité. C'est après qu'il y aura une reconstitution, une régénération de cette biodiversité. Et s'il y a la guerre, franchement, on doit se protéger nous-mêmes, mais la biodiversité sera gérée d'une manière naturelle. Il y aura les gens qui vont vraiment saccager la biodiversité parce que nous, on n'a pas de munitions, on ne peut pas faire la chasse, on ne peut pas s'attaquer à ses ennemis. Alors, partant de la deuxième question, moi, dans le cadre des séminaires que j'ai discuté avec les gens sur la tropologie, on nous conseille, il faut toujours se comporter au rythme du terrain. Ça veut dire, il faut bien faire son entrée. Quand on vous dit, par exemple, je sais pas, pour récolter mes données, je suis étudiant, je suis chercheur, on vous dit, dans cette zone, il y a une forêt sacrée où on ne peut pas entrer. Il faut respecter les consignes. Et respecter les consignes, cela peut te prévenir à ne pas avoir de dangers sur le milieu. Il y a des gens même, ils partent sans consulter les autorités, sans consulter les chefs coutumiers pour avoir l'idée de différentes forêts. Ils disent, bon voilà, moi je suis chercheur, je connais tout, je vais aller sur le terrain. Mais il y a les autres qui perdent même en pleine forêt, il s'est fait perdre à pleine forêt et il ne sait même pas comment se retrouver. Et cela est toujours important de contacter des autorités, avoir l'aval, avoir des endroits qui sont censés que ici tu ne peux pas accéder, ici tu peux accéder. Au plaisir, même s'ils vous demandent de se conformer à leur écriture, autrement dit, porter des histoires traditionnelles pour entrer dans une zone. Mais il faut les porter parce que vous voulez récolter les données, avoir des informations. Il faut vraiment se miner au terme, au rythme de leur mode pour mieux travailler. Voilà ce que je peux contribuer à tes deux petites questions que vous avez posées à mon ami. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Monsieur Ndonko. Je vais donner la parole tout à l'heure à Monsieur Sekou Kamara et à Monsieur Michel Mokili. Mais avant, j'ai d'abord envie de prendre une question dans le chat box de Monsieur Abdou Wakilou, qui est là déjà depuis un temps. Il dit, je suis Kéry Abdou Wakilou, conservateur de la biodiversité et gestionnaire des aires protégées. Je remercie Habib pour sa brillante présentation. J'aimerais savoir quelle est l'efficacité de la place du CLIP quand il s'agit de gestion continue de la biodiversité. Le CLIP me semble très adapté dans les processus de mise en œuvre des projets, mais insuffisant pour la gestion pour la gestion et la gouvernance des ressources naturelles, qui est beaucoup plus complexe que la mise en œuvre d'un simple projet. J'aimerais avoir des éclaircissements sur cet aspect. De plus, j'aimerais savoir où intervient l'étude d'impact environnemental et social dans le processus de clip présenté. Donc, la question est de M. Abdou Wakilou. Il a posé la question exactement à 19h38. Si vous voulez avoir la question sous vos yeux, vous pouvez aller dans le chat box. J'espère que vous avez saisi la question, M. Habib. Oui, j'ai saisi la question. Merci à M. Abdul Wakilou pour sa question. Il aimerait savoir quelle est l'efficacité et la place de CRIP quand il s'agit de la gestion continue de la biodiversité. L'efficacité de l'approche CLIP quand il s'agit de la gestion continue de la biodiversité réside dans le respect
des différentes étapes de l'approche CLIP lors de la mise en œuvre des projets de conservation ou des projets tout court. En ce sens que si les projets, si les étapes sont respectées, ça veut dire que avant la mise en œuvre du projet, ça veut dire que la communauté est impliquée de bout en bout. Et je pense que si nous sacrifions en tant qu'individu, si nous prenons notre temps à donner notre accord à quelque chose, c'est parce que nous voulons perpétrer l'action dans le temps. Donc, c'est là où réside l'efficacité de l'approche CLIP. Si les étapes sont respectées strictement et la communauté est impliquée, je pense que nous avons une gestion continue de la biodiversité après même les projets. Ce qui veut dire qu'après 100 ans, un projet qui respecte l'approche CLIP, vous devez normalement avoir ces impacts sur le terrain après même 100 ans. Les infrastructures installées en respectant l'approche CLIP de façon stricte vont rester et exploitées normalement par la communauté. Et c'est là. C'est la réponse à la première question. Et la deuxième question, toujours pour concernant la première question, il dit, mais insuffisant pour la gestion et la gouvernance. Quand nous parlons de la gestion et la gouvernance, nous ne pouvons pas parler de la gestion et la gouvernance sans la mise en œuvre des initiatives ou des projets. On ne peut pas dire, OK, et selon telle loi, on ne va pas exploiter. Si on reste les bras croisés selon les lois, il n'y aura pas d'impact, on ne saura pas ce qui est fait. Donc, il y a toujours des initiatives qui entrent en compte de lien avec la gestion et la gouvernance. Et si la mise en œuvre de ces initiatives respecte l'approche CLIP, je pense que les objectifs de la gestion et de la gouvernance des ressources naturelles seront réellement atteints. La deuxième question concerne allô? oui, la deuxième question concerne intervention de l'étude, à quel niveau l'approche CLIP intervient concernant les études d'impact environnemental. Quand on parle d'études d'impact environnemental, il faut noter que là aussi, c'est tout un processus qu'il faut suivre. Et à chaque étape de l'approche CLIP, je pense, ça concerne l'implication de la communauté, que ce soit du début jusqu'à la fin. Donc, les études d'impact environnemental suivent de façon indirecte les étapes de l'approche CLIP. Parce qu'on ne peut pas faire une étude d'impact environnemental pour un projet sans consulter la communauté, sans informer la communauté sur le projet, sans les impliquer, sans demander leurs avis, sans se renseigner auprès des autorités. Donc, l'approche CLIP et l'étude d'impact environnemental vont en quelque sorte de pair et se complètent. Merci. Merci pour ces éclaircissements, Monsieur Jaffet. Je vais donner la parole à Monsieur Sekou Kamara. Si vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonsoir madame, bonsoir l'intervenant pour la présentation très intéressante et bonsoir à tous les participants. Je me nomme Sekou Kamara, je viens de la République de Guinée et je suis en train de créer une ONG et nous portons un projet de reforestation et dans une zone minière où il y a eu une exploitation artisanale de l'or. Donc, ça a eu des répercussions sur non seulement l'environnement, sur la population. Et nous voulons initier ce projet pour pouvoir restaurer l'écosystème. Et nous avons déjà identifié le problème et nous avons conçu le projet sans consulter la population, la communauté.
Et que nous conseillez-vous pour que nous puissions intégrer, l'approche participative communautaire, dans notre projet, de telle sorte que les bénéficiaires par la suite en deviennent les ambassadeurs, puisque lors de la phase d'identification du problème, nous n'avons pas pensé à consulter la communauté. Merci, c'est la question. Ok, merci, Monsieur Sekou Camara, pour votre question. Là, maintenant, votre projet est déjà rédigé et tout. Et la meilleure solution, c'est d'aller vers cette communauté pour leur demander qu'est-ce que cette communauté, de quoi, comme espèce d'arbre que vous voulez utiliser pour faire le reboisement, la restauration, quelle essence forestière cette communauté a besoin pour la restauration. Là, eux-mêmes, ils vont vous dire exactement, ah, on a besoin de telle essence, telle essence, telle essence. Maintenant, si vous, dans votre projet, vous avez déjà prévu des essences forestières qui ne répondent pas à ce que la communauté veut exactement, là, c'est un grand problème. Et je vous assure, dès que vous allez installer ça là, vous n'allez pas, l'entretien, ils ne vont pas s'occuper de ça. Je donne l'exemple de nous, notre projet. Nous, au début, on n'a pas demandé, on avait mené juste l'étude d'identification des problèmes environnementaux dans le milieu. Et on a vu que, bon, il faut restaurer l'écosystème. C'est sur ça que nous, on avait rédigé notre projet. Mais après avoir obtenu le financement, on était parti maintenant à la base, leur demander quelles sont les espèces que eux, ils aimeraient qu'on utilise pour la restauration. Et c'est là où ils nous ont cité au moins 3 essences forestières comme ça. Mais sur le marché, on a trouvé seulement une essence forestière. Donc, on a décidé de compléter autre essence pour que ça fasse au moins 2. Mais je vous assure que c'est seulement ce que eux-mêmes ils ont proposé là. C'est ça ils ont entretenu jusqu'à aujourd'hui. L'autre essence que nous-mêmes on a amené, ils ont laissé ça dans la bourse. Il n'y a même pas de saclage et autres là. Mais après le projet, on a donné au moins les moyens nécessaires pour l'entretien des deux essences forestières. Donc, vous voyez, donc la meilleure solution, c'est d'aller rencontrer cette communauté. Ah, on a tel projet. Maintenant, c'est votre projet. Ne dites pas que c'est vous c'est leur projet. C'est eux qui vont devenir l'ambassadeur de ça. Maintenant, quelles sont les essences dont ils ont besoin pour la restauration? Et ils vont vous dire. Maintenant, avec le milieu, mais la majorité des cas, ceux qui vont vous citer là, vous allez constater que c'est des essences qui sont dans le milieu, qui n'existent peut-être plus aujourd'hui à cause de la déforestation. Donc, c'est ce que je peux vous conseiller. Et à part la restauration, essayez de demander maintenant, à part la restauration, de quoi ils ont besoin pour le suivi de ces essences que vous allez installer. Et vous essayez de réajuster vos activités en fonction de ce qu'ils vont vous fournir comme information. Merci. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Et Monsieur Habib et Monsieur Sekou Kamara, on vous souhaite vraiment bonne continuité avec le projet. On vous souhaite beaucoup de succès. Je vais donner la parole à Monsieur Michel Moukili. Je pense Salut tout le monde. Désolé, une seconde, Monsieur Moukili. Monsieur Vous me Habib, vous voulez suivez? mentionner quelque chose? Non, c'est juste pour dire que M. Moukili a laissé ses questions dans le chat déjà. Donc, mais il peut parler maintenant. OK. Oui, parce qu'il y a pas, nous n'avons pas assez du temps, il y a trop d'intervenants, c'est pourquoi j'ai laissé sur le chat. Alors, vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît, notre collègue. Moi, j'interviens depuis RDC, et précisément au Parc national du Maïko. Nous racontons pas mal de challenges sur la conservation communautaire. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu poser la question à notre collègue, quelle est l'approche qu'il utilise
pour identifier le besoin réel de la communauté. Il y a, il y a des matrices pour trouver et identifier des besoins qui répondent réellement aux besoins de la communauté. Et deuxième question, et quelle est l'approche qu'ils utilisent pour gérer les conflits d'intérêts entre les gestionnaires et les communautés locales. Et enfin, et qu'ils nous partagent aussi les leçons apprises de ces enseignements et oui, les leçons apprises de ces recherches, qui nous partagent aussi, ça sera intéressant, que nous apprenons aussi son expérience, ses enseignements appris dans tout son parcours. Et voilà. Et j'ai aussi une suggestion, si le thème est vraiment intéressant, et si notre ami pouvait aussi se concentrer encore pour reformuler son thème de recherche, ça sera une bonne chose. Et merci, Monsieur Michel, pour vos questions. Concernant la première question, quelle approche utilisée par notre collègue pour identifier les besoins réels de la communauté? C'est en quelque sorte, par exemple, nous, on fait des enquêtes sur le terrain. Vous allez sur le terrain et vous formulez vos questionnaires d'avance. Comme ça concerne les besoins de la communauté, vous formulez vos questions, vous allez vous enquêter sur et vont vous fournir des réponses. Maintenant, à part ces réponses-là, vous vous basez maintenant sur l'observation. Vous prenez votre temps pour observer. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Les communautés essaient de voir ce qui a marché ailleurs et c'est ça qui vont vous dire que nous, on a besoin de ça. Or, ce n'est pas ça, en quelque sorte, leur réel problème, leur réel besoin. Donc, vous essayez de faire et d'identifier les besoins des communautés par l'observation et par des enquêtes, et des entretiens et autres. Souvent, c'est ce que nous, on utilise. On va sur le terrain et on voit ce qui se passe sur le terrain. Parfois même, on va comme si, comme des, si je peux le dire, hein, comme des, comment on les appelle même? Comme si on est de la communauté. On veut juste voir ce qui se passe, pas comme des enquêtés. Vous allez là-bas comme des enquêtés, vous êtes des étudiants ou bien vous êtes en train de travailler sur tel aspect et vous aimeriez les entretenir par rapport à telle chose. Vous pouvez prendre autre séance, vous allez là-bas juste comme des visiteurs. Or, vous savez pertinemment que c'est pour voir exactement de quoi cette communauté a besoin pour survivre. Donc, c'est concernant l'approche, c'est ce que vous pouvez adopter. Comment procéder pour gérer les conflits d'intérêts entre les gestionnaires et la communauté locale? Ça, c'est vraiment très, très difficile. Et gérer l'intérêt entre la conservation et les besoins de la communauté. Il y a ce qu'on appelle, c'est toujours l'approche participative qui essaie de régler ce problème-là, en ce sens que si vous allez dans la communauté, je vous assure, il y a des gens dans la communauté, il y a des personnes dans la communauté qui maîtrisent presque tous ceux qui sont dans le village et l'activité de chaque personne. Et ces personnes-là sont capables de vous dire à telle heure, il y a telle personne qui va peut-être à la chasse et il revient à telle heure. Vous comprenez? Donc, la meilleure solution pour vous, c'est impliquer ces communautés-là dans la gestion. Chez nous, on a l'habitude de dire confie tes biens aux voleurs. C'est comme si tu sais que la personne, c'est lui qui a l'habitude de voler tes poulets. Mais tu lui confies maintenant l'élevage de tes poulets. Tu penses que ça va manquer? Ça ne va pas manquer. Il fera tout pour te montrer que, bon, il est exemplaire, c'est lui qui gère bien et autres là. Tu vois? Donc, c'est ce que nous pouvons faire dans la conservation. Et je te donne un exemple très simple qu'on a essayé de faire au Bénin. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons environ 3 ranges fauniques qu'on essaie de gérer. Mais les surveillants, ceux qui s'occupent de la surveillance, là, c'est les membres de la communauté locale. Et quand il y a braconnage, là, c'est eux-mêmes qui vous signalent que, il y a telle personne qui a fait
telle action, c'est telle personne qui a coupé tel arbre dans la communauté. Et je pense que jusqu'à présent, la population qu'on a transloquée dans ces ranchs-là, de cob et de buffle, ça a commencé par se procréer et ça évolue, tout va très bien. Donc, la meilleure solution, c'est confier la gestion ou bien la surveillance de ces aires protégées là, à la communauté et vous allez voir qu'en majeure partie, le problème de conflit d'intérêts, on ne peut pas régler le problème là de façon générale, pour une fois de bon, à 100%, non. Mais on peut régler au moins à 90% le problème de conflit d'intérêts parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, celui qui n'est pas satisfait, lui, va toujours vouloir manifester son mécontentement, ainsi de suite. Concernant des leçons apprises dans mes recherches, en termes de leçons, bon, je peux dire qu'aujourd'hui, si vous allez auprès des communautés et vous allez directement là-bas et vous leur dites, on a un tel projet là, la première des choses que vous allez constater, ce qui les intéresse, ce n'est pas ce que vous avez amené comme activité, mais c'est l'argent qu'ils vont gagner. C'est l'argent qu'ils vont gagner à travers les séances de formation, les séances d'activité ou bien la nourriture que vous allez les donner et autres là. Et les responsables en charge, c'est eux-mêmes qui vont vous demander ça. Hein. Ah, pour telle séance-là, est-ce que vous voulez nous donner de l'argent? Est-ce que vous voulez nous donner des per diem? Est-ce qu'il y aura la nourriture? Est-ce qu'il y aura ci? Est-ce qu'il y aura ça? Donc, la majorité des cas, moi, je dis toujours au CV avec qui j'étais en contact, hein, bon, nous, on n'a rien, on n'a pas de l'argent. Ce n'est pas un projet où on veut faire telle chose, mais c'est votre projet. Nous, on veut juste vous aider. Donc, c'est à vous de nous aider à développer votre communauté. Donc, il y a des villages même où si nous allons avec une équipe là, c'est eux qui prennent même en charge notre restauration, la communauté. Par exemple, là où on travaille d'habitude, là, si on va là-bas, le gars, il nous loge et nous donne à manger parce qu'il sait que, bon, c'est pour nous, ce n'est pas pour eux. Mais au début, le gars, il m'harcelait comme si ce n'est pas possible. S'il y a activité là, il va dire ma part. Il demande toujours, moi, je gagne quoi comme argent dedans? Est-ce que ceux que je vais inviter, vous allez assurer leur déplacement? Est-ce que... Et parfois, si vous voulez réellement, si vous ne trouvez pas le moyen de les calmer et de les amener à comprendre ce que vous avez amené, c'est pour eux et non pour vous, vous allez dépenser ce que vous avez comme financement pour satisfaire leurs besoins physiques et ne pas atteindre les objectifs de vos projets. Merci, Monsieur Michel. OK. Merci beaucoup pour votre réponse et j'espère que Monsieur Michel est satisfait de la réponse. Il y a Monsieur Anselme qui a dit dans le chat box qu'il aimerait répondre à la question de Monsieur Sekou Kamara parce qu'il a vécu, il veut partager son expérience. Donc, si on peut revenir donc à la question de Monsieur Sekou Kamara, qui disait qu'il avait commencé un projet sans l'implication de la communauté et que donc il demandait à Monsieur Habib comment se rattraper en fait, comment maintenant impliquer la communauté. Monsieur Habib lui a donné une réponse et Monsieur Anselme veut ajouter. Si vous êtes là, Monsieur Anselme, ouvrez votre micro et partagez votre expérience. Ok, merci beaucoup, Madame Elisette. J'aimerais partager mon expérience par rapport à cette difficulté que M. Sekou Kamara a rencontrée parce qu'il a dit qu'ils ont déjà commencé leur projet de reboisement et il se rend compte qu'ils n'ont pas associé la communauté locale, soit les communautés riveraines de ces milieux-là dans ces projets. Il a demandé quels conseils nous pouvons lui donner par rapport à cette situation pourvu qu'il rentre encore au départ pour intégrer ou impliquer la communauté locale. Monsieur Camara, dans un contexte pareil, il faut savoir que déjà, comme Habib l'a dit, c'est un problème. Parce que si vous ne comprenez pas que cela est un problème, au fur et à mesure que vous évoluerez avec votre projet,
il y aura des blocages quelque part. Il y aura à un certain niveau où vous serez bloqué par cette même communauté et vous ne saurez plus avancer avec ces projets. D'où il y a nécessité de reculer pour essayer de commencer la procédure tout au départ. Alors moi, je connais une situation pareille avec un projet que nous avons lancé en Ituri, dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo. C'est un projet où on devrait construire des sources d'eau potable aux habitants, aux villageois, notamment les pygmées, tout consort. Nous sommes venus et du coup, on a commencé à ériger des sources d'eau potable dans les villages. Ces villages-là étaient essentiellement constitués de pygmées. Or, nous, on ne savait pas que dans les villages, les pygmées, eux, ils ne boivent pas l'eau de la source. Les pygmées boivent l'eau généralement qui coule sur des ruisseaux ou des rivières, les pygmées de ces villages-là. Ça faisait partie de leur tradition, ça faisait partie de leur rituel tout consort. Alors, on est arrivé, on a lancé le projet, déjà les premiers travaux ont commencé, mais du coup, nous étions bloqués parce que ces pygmées-là étaient en forêt à cette époque-là, parce qu'ils partent comme ça, ils partent tantôt en forêt pour sortir des miels, faire la chasse et tout consort. Nous, nous sommes arrivés dans le village. Le mal pour nous, c'était pendant que d'abord les bénéficiaires du projet étaient en brousse pour la chasse, la cueillette et tout consort. Et deuxième chose, nous avons commencé à exécuter le projet sans qu'ils ne soient là. C'était les deux problèmes qu'on avait. Alors, quand ils sont sortis du village, ils sont arrivés, ils ont trouvé déjà des puits construits. On en avait déjà 4 dans le village. C'était, je vous dis, c'était tout à fait difficile de continuer avec ces projets. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Comme première approche, nous avons d'abord privilégié le dialogue avec les pygmées de ces villages-là. On a invité tous ces pygmées-là, y compris ceux des villages voisins, parce qu'il y avait déjà une sorte d'alerte, même les villages voisins qui n'étaient pas bénéficiaires du projet CSORT, ils voulaient donc venir s'apprendre à nous. Donc, la première chose que nous avons fait, c'était d'abord le dialogue. On a privilégié le dialogue, on a invité tout ce monde, y compris leurs chefs et leurs notables. On a échangé avec eux, nous nous sommes excusés. Alors, dans ce dialogue-là, ça nous a permis de nous excuser et ça nous a permis aussi de savoir réellement ce qu'ils veulent et ce qu'ils exigent pour que soit le projet continue, soit que le projet s'arrête. Donc, dans ce cas ici, M. Camara, je vous conseillerais de revenir et commencer par le dialogue avec cette communauté locale-là. Et au deuxième volet, après le dialogue, il faut maintenant chercher à donner un intérêt à cette communauté-là. C'est-à-dire, il faut faire de sorte que dans ce projet que vous allez exécuter, ces résultats soient bénéfiques de façon visible, palpable à cette communauté-là. Dans la mesure du possible, aller même à des termes de chiffres. Vous dites que, comme nous exécutons notre projet ici, si c'est un projet, par exemple, de reboisement, qui n'ont pas de bénéfices de façon directe à la communauté locale, vous pouvez trouver une mesure de compensation. Vous dites, par exemple, que non, nous exécutons ce projet et ici, en contrepartie, on va vous faire ceci ou cela. Quand la population ou la communauté locale là, se verra intéressée et ils vont vous libérer facilement, vous allez continuer avec votre projet et automatiquement, ils vont se donner, ils vont vous faciliter beaucoup de choses. Et vous allez voir que dans la mise en œuvre, vous n'aurez plus assez de problèmes. C'est très dangereux de continuer avec ces projets parce que j'ai dit au départ que plus tard, vous risquerez de connaître énormément de problèmes. Madame, je voulais aussi terminer en donnant une petite contribution par rapport à la question de Michel. Abiba a expliqué, il a parlé de quelle approche est privilégiée lorsqu'il s'agit de conflits entre les gestionnaires des sites et les communautés locales.
Moi, là où je me retrouve dans une réserve, une aire protégée, habitée par des communautés locales. Madame, dans cette condition-là, c'est très compliqué, je vous dis. Il y a toujours des conflits et des manières, je dirais, quotidiennes même. Alors, là où il y a des communautés locales qui habitent des aires protégées, l'expérience que nous avons, c'est qu'il y a deux approches qu'il faut privilégier. Au premier lieu, nous privilégions toujours les dialogues et les barzas communautaires. Ça, c'est la première approche que nous utilisons, les dialogues et les barzas communautaires. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsqu'il y a un problème, nous rassemblons les gens selon les clans, selon les familles, selon les tribus, selon même, je dirais, les entités. On les rassemble, on échange avec eux. Lors des barzas communautaires, les communautés locales se déchargent toujours. Ils disent tout ce qui est leur problème. Et à ce moment-là, du côté de la partie de gestionnaire, c'est le temps d'écouter et identifier les vrais problèmes des communautés locales. Alors, après cette approche-là, il faut maintenant passer à l'approche de gestion participative que M. Habib a avancée. Vous ne pouvez pas passer à la gestion participative sans avoir privilégié les dialogues et les barzas communautaires. Vous savez, c'est quoi la conséquence? Quand vous commencez à faire participer les gens des communautés, sans avoir réuni ces gens-là dans des barzas communautaires, il y a au sein des communautés, ça crée des conflits entre les individus, des conflits d'intérêts. On dira que c'est tel qui travaille avec eux, ils bénéficient, ils gagnent trop. Là, vous les avez déjà fait participer. Mais quand vous commencez par les dialogues et les barzas communautaires, ça vous fait moins de problèmes. Parce que c'est même au cours des dialogues et des barzas communautaires qu'on vous désigne des gens qui vont participer dans la gestion, qui vont travailler avec vous. Et du coup, il y aura moins de problèmes dans la gestion. Merci beaucoup, madame. Ok, merci Madame Laetitia, merci au présentateur. Je suis Oussoubé Jean, je vous parle depuis le Tchad. Et j'ai suivi de bout en bout la présentation et il y a une partie qui m'est un peu confuse, celle de l'implication de l'État dans les prises de décision face aux communautés. Et je vois que la théorie de concertation est applicable du côté des ONG, c'est-à-dire les partenaires qui interviennent. Mais quant à la question des décisions de l'État, régulièrement, elle est prise de manière directe, sans consultation des communautés locales. Alors, face à ces situations, que répondre si la décision de l'État n'est pas conforme vraiment aux besoins ou bien aux attentes des communautés? Il s'agit notamment des lois et certains projets. Donc, dans mon contexte, je trouve que la plupart des décisions prises de la part de l'État à travers son ministère en charge de la gestion des ressources, elle est prise de manière directe et puis sans vraiment prendre le point de vue des communautés. Donc, voilà ma préoccupation. Merci. Ok. Ok, merci Monsieur Oussoubé pour votre question. Pour répondre à ça, je peux vous assurer que dans la majorité des cas, les décisions de l'État viennent des effets de l'action de la communauté. Parce que l'État, à la base, en quelque sorte, a des démembrements qui s'occupent de la gestion de ces ressources naturelles-là. Et c'est le retour de ces structures ou ces démembrements-là vers l'autorité qui amène l'autorité, par exemple, à prendre certaines décisions. Je donne un exemple. Par exemple, pour la création de nos aires marines protégées ici au Bénin, tout part de la communauté. La communauté a été consultée et jusqu'à ce que les décrets soient élaborés par des structures étatiques en charge de la gestion. Et c'est là où ces décrets-là sont envoyés maintenant en Conseil des ministres pour validation. Donc, tout part toujours de la communauté. Bien vrai, il y a des tests
qui ne cadre pas avec la réalité de la communauté. Mais si vous regardez bien, c'est ça qui amène souvent les conflits d'intérêts entre la conservation et les besoins de la communauté. C'est l'exploitation abusive des ressources par la communauté qui amène l'État à prendre cette décision-là. Et cette exploitation abusive, je vous assure à plus de 50% que ça vient toujours d'en haut. La communauté, si tu vas prendre par exemple des localités où on a environ 300 ménages et la plupart de ces ménages ne sont pas eux tous qui vivent au dépend de ces ressources-là. Est-ce que leur impact sur les ressources-là, est-ce que ceux qui exploitent ces ressources-là et qui savent quelle période eux, ils exploitent ces ressources-là, est-ce que leur activité aura réellement d'impact? Est-ce que leur activité aura réellement d'impact sur la biodiversité si la demande de la ville n'est pas élevée envers ces communautés-là? Donc, il faut dire dans la majorité des cas, c'est l'effet ou l'impact de l'action de la communauté sur les ressources qui amène l'État à prendre ces décisions ou ces tests-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abi. Ok, Donc, je vais donner la parole donc à Monsieur Sénan Gossou. En passant, je veux juste dire bonjour à Dr Léa Larissa qui vient de nous joindre. Mais Monsieur Ganso, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ok, merci, madame. C'est un peu mieux. Ok. Donc, je dirais que je voudrais savoir comment est-ce que nous pouvons surmonter les résistances culturelles, mais également économiques des communautés locales dans les initiatives de conservation. Et en second lieu, je voudrais également connaître le rôle que joue la confrontation économique ou plutôt également la création d'emplois alternatifs dans la réalisation ou la réussite d'un projet de conservation. Merci beaucoup. OK. Concernant la première question, est-ce que vous pouvez répéter le début? Oui, je disais que je voudrais savoir comment est-ce que nous pouvons surmonter en quelque sorte les résistances culturelles et aussi celles économiques des communautés locales dans les initiatives de conservation, dans toutes sortes de projets, quoi. OK, d'accord. Bon, merci pour votre question. Quand vous parlez de résistance culturelle, je pense que les résistances culturelles souvent sont pas ça va à l'encontre de la réalisation ou la construction des infrastructures. Mais si c'est dans les projets de conservation, par exemple, si on veut conserver la biodiversité et que la communauté, avec leur culture, décide de dire, bon, non, vous n'allez pas conserver, je n'ai pas encore rencontré ce problème-là, en ce sens que la plupart des résistances culturelles est souvent utilisée en notre avantage en tant que conservateur en matière de la conservation de la biodiversité. Tu vas voir que des zones où il y a des cultures, souvent au Bénin, on parle des forêts classées. C'est des cultures qui ont accès, c'est des localités où leur culture leur permet d'exploiter cette forêt-là. Mais je suis sûr à 100% que si c'est uniquement, ça je continue toujours de le dire, si c'est uniquement l'exploitation des ressources naturelles par cette communauté-là pour leurs besoins culturels, ça ne va pas empiétiner ou dégrader notre biodiversité. Parce que la plupart de nos cultures, c'est souvent annuel où on va te dire qu'on veut tuer peut-être un bœuf pour faire de rituels. Mais si c'est un bœuf qu'on veut tuer par an, ou au moins 5 bœufs se donnent de petits par an dans la réserve, est-ce que cela va réellement empiétiner la conservation? Je ne pense pas. Et la résistance économique, je ne sais pas dans quel sens vous parlez en termes de résistance économique. Est-ce que la communauté refuse le développement des activités économiques ou bien
les projets de conservation n'amènent pas ou bien ne développent pas des activités économiques. Ça, vous allez essayer de m'éclaircir un peu. Maintenant, concernant le développement des activités économiques dans le cadre de la conservation, il faut noter que la plupart des AGR, les activités génératives de revenus, entrent en compte dans la conservation. C'est pour amener la communauté à se détourner de l'exploitation, par exemple, de bois ou de trucs là. C'est amener les chercheurs, par exemple, à développer des activités alternatives. Au lieu de continuer par faire la chasse, on les amène peut-être à élever des poissons et à vendre en ville. Ils vont te dire que c'est pour nourrir sa famille et élever ses enfants, envoyer ses enfants à l'école qu'il est en train de faire la chasse. Mais on l'amène maintenant à développer la pêche pour au moins abandonner la chasse et faire truc là. Alors, merci. Moi, j'ai une petite question. Je Merci. voulais un peu que mon ami puisse me dire une communauté locale qui dépendait vraiment de l'air forêt, autrement dit une forêt communautaire. Mais étant donné des chercheurs, nous aimons toujours garder, valoriser la biodiversité. Il y a des chercheurs sur le terrain qui disent, mais finalement, il y a des espèces à protéger. On fait rapport, on donne aux autorités. Et les autorités qui n'ont jamais été dans ces lieux, ils décident de prendre une forêt communautaire qui était une forêt de la communauté, j'ai dit bien communautaire, parce qu'ils étaient en train de faire la chasse, la pêche, l'agriculture et toutes les activités dépendaient de cette communauté pour cette forêt. Mais l'État a décidé de récupérer cette forêt pour ériger à un parc national, pour dire une aire protégée. Cette manière de procéder est-elle conseillée, oui ou non? On sait que la biodiversité doit être bien gérée à travers la communauté locale parce qu'on ne peut pas dire je suis gestionnaire d'une aire protégée ou soit de la biodiversité tout en étant dans des milieux urbains. Je ne peux pas être en ville pour dire que non, je suis gestionnaire. Pour mieux savoir l'importance et la gestion de la biodiversité, il faut être dans le milieu rural pour mieux comprendre l'intérêt et l'importance de la biodiversité. Merci. Et merci, monsieur Jaffe, pour votre question. Bon, cette manière de faire de nos autorités, ce n'est pas la meilleure solution en termes de conservation de la biodiversité. Mais l'autorité est toujours suprême, donc on ne fait que se plier à ça. Sinon, la meilleure solution avant de dire à un individu, par exemple, qui a l'habitude de manger le maïs, de ne plus manger le maïs, la meilleure solution, c'est de l'amener d'abord à aimer le mil. C'est de lui trouver une solution autre que de consommer le maïs et à conserver le maïs. Mais c'est ce qui n'est généralement pas fait concernant la création de nos aires protégées. Par exemple, ériger une zone où la communauté est en parc, en sachant bien les statuts et de conservation reliés au parc. Bon, ça, c'est une erreur de la part de nos autorités que normalement, nous, en tant que jeunes, nous devons essayer de lutter pour corriger ces erreurs-là. Sinon, la meilleure solution pour le gouvernement, c'est d'abord montrer l'importance de ces trucs-là à la communauté et maintenant les amener à abandonner petit à petit l'exploitation des ressources dans ces zones-là et maintenant décider d'ériger ça en parc. L'autre aspect qu'on peut faire, c'est d'ériger ça en parc, mais les amener maintenant à abandonner l'exploitation à travers des initiatives. Je donne un exemple. On est en train de vouloir créer autre parc au Bénin, mais je pense que c'est ce processus-là qu'on est en train de faire, amener, faire comprendre à la communauté l'importance d'ériger la zone en parc, les avantages qu'ils auront et maintenant les initier à d'autres activités qui peuvent les amener à abandonner l'exploitation de ces ressources-là. Merci. Super pour vos réponses Merci fournies. beaucoup. OK. Monsieur Samuel, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir tout le monde.
OK. Ok, vous me Bonsoir. suivez? Oui, oui. Ok, je suis M. Samuel et je suis en RDC, précisément à Goma, pour le moment. Et moi, ce n'est pas une question, juste une préoccupation, une suggestion en fait, par rapport au sujet de M. Abibou. Et qu'en est-il, moi, je voulais seulement peut-être se recommander par rapport à ce sujet, juste, j'ai bien lire son sujet. Et moi, je peux lui proposer s'il peut prendre ça en compte par rapport à ce sujet. Et j'ai quand même lu ça. Et puis, je voulais peut-être lui proposer. Et s'il peut, il peut peut-être formuler à la langue, comme il y a d'autres collègues que j'ai suivis là-bas, ils nous ont dit. Et au lieu de impact de la communauté, et impact de la communauté locale dans la mise en œuvre des projets de conservation durable. Moi, j'ai pu lui suggérer à écrire impact de la conservation sur la communauté locale ou bien pression anthropique sur la conservation. C'est un peu ça. Vous avez pu prendre note, Monsieur Habib. Merci beaucoup pour la proposition, Monsieur Samuel. On va donc donner la parole à Madame Moukani, qui sera la dernière à intervenir, à poser une question ce soir. Vous pouvez ouvrir votre micro, docteur Moukani. Bonsoir à tous. J'ai une préoccupation par rapport au 30-30 sur la thématique sur laquelle on vient d'exposer la participation ou les impacts des communautés locales sur la biodiversité ou les projets de conservation. Est-ce que au niveau de, je sais pas, c'était quel pays? Je sais pas si c'est Congo, le présentateur, Congo ou Bénin, je sais pas. Est-ce que Bénin. vous avez déjà, Bénin, ok. Est-ce que vous avez déjà une idée dans les 30-30 du type d'air protégé que vous allez mettre en place? Je... Si entre les objectifs et les 30-30, quel type d'air protégé nous allons mettre en place? C'est ça, hein? Oui, c'est ça, en prenant en compte la préoccupation, sinon la thématique de ce soir, quelle est en fait, l'impact des communautés locales sur la conservation. Est-ce qu'il y a déjà une idée sur le type d'aire protégé que vous allez mettre en place dans le cadre des 30-30, des objectifs 30-30? Ah, ok, ok. Oui, en prenant en compte la thématique de ce soir, nous pouvons mettre en place, par exemple, je ne vais pas dire nous pouvons, on a déjà ces aires protégées là au Bénin. Par exemple, les ACCB, communément appelées aires communautaires de conservation de la biodiversité, qui sont gérées par la communauté. Il y a aussi des réserves de biosphère déjà au Bénin qui prend en compte cette thématique-là. Nous avons aussi les aires marines protégées où la gestion de ces aires marines protégées est en train d'être confiée en majeure partie à la communauté. Donc, il y a une différence entre la gestion et la gouvernance. Donc, la gouvernance, la plupart, c'est étatique, mais la gestion, elle est communautaire et à travers nos aires protégées qu'on a. Donc, suivant les catégories des aires protégées sur le plan international et national, je pense qu'on a déjà la plupart des aires protégées qui entrent en ligne de compte avec les objectifs 30-30 dont vous parlez. Merci. Pour compléter, par exemple, chez vous, vous pouvez créer des aires communautaires de conservation, des forêts communautaires. Nous avons aussi des forêts communautaires qui sont gérées par la communauté au Bénin. Donc, là, c'est la communauté qui est impliquée de long en large. Seulement que, bon, les trucs ont leur nom, mais est-ce que dans l'application, c'est réellement ça? Parce que la plupart, c'est les ONG qui amènent les projets et à quel degré ces communautés-là sont impliquées dans la mise en œuvre de ces projets. C'est ce qui reste à savoir sur le terrain. OK. Merci beaucoup, Monsieur Agossou, pour ces précisions. Donc, Monsieur Paulin, ouvrez votre micro.
vite et poser votre question. Ok, merci beaucoup, Madame Laetitia. Merci à l'intervenant. Merci à tout le monde pour leurs préoccupations, en fait, surtout les interventions si pertinentes. Moi, ma préoccupation va dans le sens des bénéfices des droits des communautés locales, en fait, puisque, vous savez, nous avons, au départ, il y avait une approche qui a été utilisée, nous le voyons même. Il y a parfois les gens, avec l'exploitation, nous avons trouvé que les communautés ne s'y retrouvaient pas. Et maintenant, on vient avec l'approche de conservation, mais il arrive parfois là où il y a les aires protégées, malgré, on pourra dire, il y a des zones tampons, les zones autour des recherches et les autres, une zone qui est réservée pour les communautés. Mais est-ce que réellement, par rapport à tout ce qu'on amène comme activité de conservation, ces activités-là sont bénéfiques pour les communautés ou on conserve pour qui? Et pour le développement de qui? Parfois, on arrive seulement à faire la conservation. Est-ce qu'on en tient compte aussi par rapport à la conservation si les droits des communautés, est-ce qu'ils s'y retrouvent quand même par rapport à tout ce qu'on fait avec le modèle de conservation que nous utilisons, surtout nous dans les pays en voie de développement? Ou bien on doit toujours continuer à conserver, ou bien on doit exploiter nos ressources pour le développement de nos communautés locales. Ok, merci Monsieur Paulin pour votre question. C'est une très bonne question et j'apprécie. Ça donne aussi de réflexion. Bon, si je vais donner d'abord un exemple. J'étais sur le terrain pour une activité et on discutait avec la communauté locale et tout. Et il y a un responsable qui disait, bon, aujourd'hui tu prends Tassi pour venir nous enseigner, tu prends Tassi pour travailler avec nous, mais d'ici 5 ans, on va te voir dans Range Rover, c'est toi qui seras avec des grosses voitures en venant ici. Est-ce que réellement, avec ce que nous voyons là, est-ce que vous travaillez pour nous ou bien vous travaillez pour vous? C'est la question qu'il m'a posée. Et j'étais là, je ne savais pas quoi répondre. Parce que là, c'est la réalité. Si vous allez dans ces contrées-là, la plupart de nos superviseurs, de nos responsables, c'est eux qui gardent les caisses de classe et autres là. Mais la communauté qu'on veut sensibiliser ou bien pour qui, soi-disant qu'on travaille, est toujours dans la même situation. Or, normalement, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, là, c'est une question où nous, même en tant que gestionnaires ou conservateurs, chaque fois, à chaque activité que nous menons, nous devons nous-mêmes poser cette question. Est-ce que ce problème-là, est-ce que c'est à notre niveau ou bien au niveau de la communauté? Et le tout, je vous assure, le tout part de la base. Si vous amenez une idée vers une communauté qui ne se sent pas impliquée, qui n'est pas de leur habitude, dès que vous allez finir votre projet là, ils vont déposer votre idée aussi quelque part et continuer leur manière de vivre. On a vu des projets où les gens ont installé des foyers améliorés durant la période où les bonnes dames là ont utilisé et tout, mais après ça, ils ont abandonné. Et ils ont continué par exploiter et faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et la plupart de nos projets, c'est peut-être 10% que la communauté en bénéficie. Tu regardes le salaire d'un coordinateur de projet par rapport à ce que les membres de la communauté vont bénéficier, c'est minime. Donc, je ne sais pas exactement quelle réponse donner à votre question parce que c'est une réalité qui est sur le terrain et c'est à nous de réfléchir et de voir comment améliorer pour que nous ne travaillions plus pour nous, mais que nous travaillons pour cette communauté qui est même à travers qui nous gagnons notre vie. Parce que c'est à travers eux nous gagnons notre vie. S'ils ne sont pas là, nous ne pouvons même pas dire que nous voulons mener un projet où nous aurons un salaire sur un projet en tant que coordinateur d'un projet ou quoi que ce soit. C'est ce que je peux dire par rapport à votre question. C'est une réflexion qui est lancée
à tout le monde, tous ceux qui sont encore en ligne en train de nous suivre, est-ce que nous travaillons réellement pour la communauté ou nous travaillons pour nous-mêmes? Cette question, je peux vous assurer, chaque fois lors de mes ateliers, on me pose toujours cette question-là, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à répondre à cette question parce que c'est une réalité. Merci, Monsieur Paulin. Merci beaucoup, Monsieur Paulin, pour cette question très, très pertinente et c'est vraiment une bonne façon de clore en beauté. Ça nous laisse vraiment avec beaucoup à réfléchir. Et je veux vraiment remercier du fond du cœur Monsieur Habib Agossou. C'était vraiment un honneur de vous avoir ce soir. Merci vraiment pour tout ce que vous avez partagé. Et j'espère que c'est juste le début d'une longue collaboration, qu'on aura encore l'occasion de vous avoir sur la plateforme et que vous allez justement aborder les thématiques proposées par Monsieur, je crois que c'était Monsieur Okamba, Samuel Okamba, qui vous a proposé certains sujets sur lesquels vous pourrez présenter. Et vraiment, ce serait bien si vous pouvez revenir et présenter sur ces thématiques-là, sur ces sujets, je veux dire. Donc, merci à tous et bonne soirée. Et on se retrouve dans à peu près 2 semaines pour un autre événement sur Soirée Conservation.